Bonjour à tous. Donc, je suis Valérie Faudon, déléguée générale de la SFEN. Donc, nous sommes ravis de vous retrouver pour un premier webinaire de rentrée pour une automne qui sera très riche. Nous avons prévu pour vous plein d'activités. En particulier, on aura un débat EPR à partir de la fin du mois d'octobre. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une série de webinaires consacrés aux réacteurs innovants, nouveaux acteurs, nouvelles technologies. Donc, nous sommes très contents parce qu'il y a 400 personnes inscrites aujourd'hui à ce webinaire. Donc, quelques mots sur le contexte. Le gouvernement a lancé dans le cadre du programme France 2030 une approche d'innovation ouverte pour inciter de nouveaux acteurs à concevoir et industrialiser des réacteurs dits en rupture. Donc, il s'agit d'apporter des réponses aux enjeux spécifiques que pose l'énergie nucléaire. Donc, la sûreté intrinsèque, le meilleur usage des matières, la réduction des déchets, bien sûr, et aussi d'apporter de nouvelles réponses aux besoins des systèmes énergétiques du futur, avec en particulier le développement d'applications non électrogènes ou le fonctionnement dans un système avec beaucoup de renouvelables. Donc, l'ambition de cet appel à projet du gouvernement qui a été publié en mars 2022, c'est de créer un nouveau écosystème de start-up qui sont complémentaires avec les champions du secteur. Donc, à ce jour, plusieurs nouvelles entreprises ont déjà vu le jour et la SFEN vous invite à faire leur connaissance. Donc, aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir Naarea, qui sera la première start-up avec laquelle nous allons faire connaissance. Donc, j'ai l'honneur de passer la main maintenant à Ludovic Dupin, directeur de l'information de la SFEN, qui va animer cette session. Bienvenue, Ludovic. Merci beaucoup Valérie et bienvenue à tous pour ce premier webinaire de rentrée, effectivement. Donc, on a la chance d'accueillir aujourd'hui Naarea qui va nous expliquer son concept de réacteur et tous ses projets dans les années à venir. Donc, nous aurons pour cette présentation Jean-Luc Alexandre qui est président et cofondateur de Naera, et Alain Zaeta qui est conseiller scientifique de Naera. Ensuite, nous donnerons une carte blanche. Alors, une carte blanche, le principe, c'est un intervenant extérieur qui va commenter, qui va challenger de manière positive le projet Naarea. Et ce sera Paul Gauthier qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Il est chef de projet esquisse veille réacteur de 4e génération. Surtout, nous prendrons vos questions pour que nos intervenants puissent y répondre. Alors, pour poser vos questions, il faudra utiliser le petit outil Slido. Alors, si vous regardez en haut de votre interface, vous avez un petit S noir sur fond blanc avec écrit Slido en dessous, Slido. Donc, il faudra cliquer sur cette interface pour poser vos questions et vous pourrez voter aussi pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes, de manière à avoir une interaction complète. Pour information, cet échange est enregistré. Il sera donc disponible sur le site YouTube de la SFEN dans quelques jours, je pense. Et nous allons pouvoir commencer. Jean-Luc, Alain, je vous donne la parole. Merci, bonjour à tous. C'est un grand plaisir, un immense plaisir de pouvoir vous présenter Naarea, qui est effectivement un projet assez ambitieux qui a été lancé maintenant il y a quelques mois. Je vais partager avec vous une belle présentation. En attendant déjà vous présenter ce projet, vous dire que le projet est né il y a quelques années, mais qui est né d'un contexte. On veut développer un projet de cette ambition, il faut partir du marché. Alors le marché, c'était quoi ? C'était qu'à l'origine, il y avait une demande absolument terrible d'agir sur le dérèglement climatique. Et on sait très bien aujourd'hui que le dérèglement climatique provient d'une concentration en dioxyde de carbone déraisonnable qui n'a fait qu'augmenter avec l'activité humaine sur les 150 dernières années. Et à partir de là, il y a ce constat d'urgence qui était il faut faire quelque chose très vite. Décarboner, c'est très bien. Des tas de gens ont essayé de lancer des opérations d'énergie renouvelable, qui a été le premier réflexe, c'était un excellent réflexe. Mais rapidement, il a fallu trouver d'autres solutions. Et donc, cette urgence climatique, on l'a mis en perspective finalement. En 2015, on a eu la COP21 à Paris qui s'est produite et qui a été finalement quelque chose d'extraordinaire. C'est pour la première fois, le monde entier s'est accordé sur un référentiel. Ce référentiel qui était de définir 17 objectifs de développement durable. Et quand on a commencé à analyser ces objectifs, on s'est aperçu qu'il y avait un sous-jacent sur les 17, un vecteur transversal qui était l'énergie. L'énergie, en fait, sous-tend tout, c'est-à-dire que tout revient à l'énergie, d'une manière ou d'une autre, que vous partiez d'un phénomène, que ce soit l'agriculture, la faim dans le monde, la biodiversité, vous pouvez tout ramener à un problème d'énergie. Donc on savait qu'il fallait absolument agir de manière très rapide sur l'énergie. Enfin, on a commencé à faire des prévisions sur
comment va évoluer la demande énergétique électrique. Parce que dès qu'on parle de transition énergétique, on sait qu'il va falloir aller sur de l'électricité, puisque c'est le vecteur principal que nous avons à disposition. Et là, on a commencé à se faire peur en prenant des hypothèses bien que conservatrices, de regarder sur les 30 prochaines années comment va pouvoir évoluer cette demande électrique. Et la surprise a été de voir que la demande électrique entre 2020 et 2050 au niveau mondial va être à minima multipliée par 4, sous-tendu par 3 vecteurs principaux. La pression démographique, puisqu'on va passer à 10 milliards d'habitants sur Terre, ça c'est un fait, même si on sait aujourd'hui, et c'est un peu une bonne nouvelle, c'est que ces 10 milliards devraient se tasser et converger sur un chiffre un peu plus bas, mais on va en tout cas atteindre les 10 milliards. La deuxième, c'est ce qu'on appelle l'hypercroissance digitale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez du service digital partout, que toutes les prévisions économiques que l'on voit appliquent des coefficients de progression annuelle de 3%, la réalité elle est entre 10 et 12% pour le digital. Et c'est ultra consommateur d'électricité. Et le troisième, c'est la transition énergétique, c'est le fait de passer des énergies qui sont complètement décarbonées, donc en passant à l'électrique. Cette multiplication par 4, elle est dramatique parce que lorsqu'on regarde dans 30 ans c'est demain matin. 30 ans, c'est une génération. Si on veut construire des infrastructures grande échelle pour être capable justement de produire cette multiplication par 4, on s'aperçoit qu'à court terme, si on réplique les modèles existants, c'est-à-dire les centrales actuelles, on ne pourra pas faire face à cette fourniture de multiplication par 4. Donc ça nous a conduit à ce qu'on appelait l'impasse énergétique, c'est-à-dire de se dire que quoi que l'on fasse avec les technologies actuelles, on ne parvient pas à répondre à cette demande, ce qui est quand même assez dramatique. Donc à partir de là, on s'est donné comme mission, puisque c'était la mission de Narea, de se dire essayons de développer une nouvelle source d'énergie qui réponde à ces critères, que sont une rapidité sur le marché, pour être là bien avant 30 ans, ou en tout cas de pouvoir faire face à ces échéances d'ici une trentaine d'années, mais qu'à court terme, pour répondre aux objectifs de développement durable, on puisse attribuer des qualificatifs à cette nouvelle source d'énergie qui sont les suivants. La première, c'est qu'elle soit décentralisée. C'est le point majeur. Décentralisé veut dire que l'on va produire à côté du consommateur. Le point principal, c'est que ça va nous permettre de nous affranchir des réseaux de transport d'énergie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est le maillon faible dans notre système énergétique global. Vous avez des productions d'énergie qui sont massifiées, des grosses centrales, et puis vous avez des consommateurs diffus un peu partout sur la planète et notamment au niveau de notre territoire. Entre les deux, vous avez les réseaux de transport d'énergie. Mais il faut savoir que c'est le maillon faible, parce que dès qu'il y a une tempête, c'est la catastrophe, mais surtout, ils sont déjà en limite de saturation. Et si on voulait multiplier par 4 ces réseaux, nous n'aurions même pas l'infrastructure au sol pour pouvoir développer ces réseaux. Donc on voit bien que la décentralisation, c'est un élément majeur qui va nous permettre de commencer à apporter un élément de réponse. Le deuxième élément, c'est qu'on a dit bien sûr qu'il fallait que ce soit décarboné, donc bien sûr qu'ils produisent absolument pas de CO2. Mais la troisième chose, c'est qu'il fallait que ça ne produise pas de déchets. Et tant qu'à faire, qu'on essaie de travailler pour réduire l'extraction des ressources naturelles. Et le seul moyen que nous avons pu trouver aujourd'hui pour réduire l'extraction des ressources naturelles, c'est de se dire pourquoi pas travailler à partir de matières qui sont inutilisées, que d'aucuns appellent des déchets, et donc travailler sur un concept beaucoup plus large de waste to energy, donc transformer des déchets en énergie. Lorsqu'on a dit ça, on s'est dit pour pouvoir arriver à utiliser ces matières usagées, il se trouve que le nucléaire a la plus grande densité énergétique, donc c'est forcément pertinent dans notre réflexion. Et puis pour aller cramer des déchets, il faut qu'on puisse utiliser des neutrons rapides. En plus de ça, on va rajouter une dimension que nous a été donnée par le Conseil mondial de l'énergie, qui était il faut que l'énergie soit sûre, qu'elle soit sécurisée, mais qu'elle soit surtout abordable, c'est-à-dire le moins cher possible. Et là, on a pris donc la 4e génération du nucléaire, et parmi les 6 technologies qui étaient à notre disposition, nous avons délibérément choisi la 6e technologie qu'on appelle les réacteurs à sel fondu, pour un critère principal qui est un critère de sûreté. Le réacteur à sel fondu présente des caractéristiques qui font monter le niveau de sûreté, car il y a des tas de composantes, ce qu'on appelle de sécurité passive ou de sécurité inhérente, qui font que le profil global va être très intéressant et va pouvoir être transformé en neutrons rapides pour pouvoir aller justement brûler des matières radioactives usagées. Donc tout ça fait le concept global de Narea qu'on s'est fixé, et à partir de là, on a dit comment va-t-on commencer à développer un réacteur de cette nature? Alors il fallait prendre les choses à l'envers et de se dire c'est un produit avant tout industriel. Je vous ai parlé de l'enjeu, il va falloir fabriquer des gigawatts très très vite. Et donc ça veut dire que si on part sur un objet décentralisé, il va falloir le multiplier en milliers d'exemplaires.
Donc ça devient non plus un réacteur expérimental que l'on va développer dans un laboratoire, mais ça va être un prototype que l'on va développer pour en fabriquer à l'avance des milliers d'exemplaires. On ne conçoit pas les choses de la même manière. Donc nous sommes partis d'un réacteur en se disant décentralisé, on a dit petit, on a choisi, là encore, une étude de marché qui nous a permis de démontrer que la gaussienne, si vous voulez, de production de CO2, d'émissions de CO2 dans les fossiles, elle est quand même très centralisée autour de quelques dizaines de mégawatts. C'est le marché des gros groupes électrogènes. Ils sont extrêmement générateurs de CO2. Et donc, on s'est dit, c'est amusant, on va regarder sur cette gaussienne. Si on la met à côté de la gaussienne des utilisateurs principaux d'énergie, on s'aperçoit que ce sont les entreprises. De toute façon, c'est au travers des entreprises qu'on va décarboner. Et là, on s'est aperçu que la majorité des îlots industriels, on va dire des grosses entreprises dans le monde entier, quel que soit le procédé industriel, c'est 40, 50 mégawatts. 40 mégawatts étant on va dire une moyenne assez sympathique qui répond à tous ces enjeux. Et donc, on s'est fixé un réacteur qui puisse produire 40 mégawatts électriques. Donc, c'est un ordre de grandeur. Ça peut être un peu en dessous, ça peut être un peu au-dessus. L'important, c'est quelques dizaines de mégawatts. Avec ça, vous faites beaucoup de choses. Avec un réacteur de 40 mégawatts, vous faites de l'eau potable pour 2 millions d'habitants à peu près, en dessalant de l'eau de mer. Vous arrivez à alimenter 2700 bus sur une année. Vous propulsez le plus gros des porte-containers sur les océans, le plus gros navire que vous imaginiez chargé à plein, avec 40 mégawatts, vous faites largement. Vous pourriez propulser le plus gros des avions, sachant que le point critique n'est pas au décollage, mais bien à l'atterrissage. Avec 40 mégawatts, vous arrivez à démontrer que vous savez faire la chose. Avec 40 mégawatts, vous arrivez à alimenter, grosso modo, en énergie, une centaine de milliers de foyers. Donc voilà à peu près les ordres de grandeur qu'il faut garder, c'est de se dire qu'avoir un objet qui est petit permet tout de suite d'adresser des choses très intéressantes, des communautés isolées, parce que vous pensez aux îles tout de suite, ça peut être des contrées reculées où les lignes à haute tension ne peuvent pas aller, ce sont les montagnes, ce sont les grandes distances, pour les nord canadiens par exemple, on ne peut pas tirer sur des dizaines de milliers de kilomètres des lignes, c'est absolument impossible, et donc d'avoir un îlot qui soit complètement autonome apporte énormément de bénéfices. Et puis d'être petit, ça nous a permis de pouvoir utiliser de nouvelles technologies. Alors, nouvelles technologies, c'est quoi? La première, c'est que ça nous a permis d'utiliser des matériaux innovants. On est sur du sel fondu. Donc, un réacteur à sel fondu, dès qu'on vous dit sel, on pense corrosion. Tout le monde lève les bras au ciel en disant « Mon Dieu, la corrosion, la corrosion ». C'est un fait. Si on met du sel avec quelque chose qui est à base d'acier, à base de fer, vous aurez de la corrosion. C'est une question de temps. Un jour ou l'autre, ça finit par arriver. Et donc, on a décidé de développer un matériau qui présente beaucoup moins d'exposition à la corrosion, et donc c'est du carbure de silicium avec du graphène. Donc le graphène, beaucoup de gens en ont parlé ces dernières années. Il faut savoir qu'il y a eu des avancées absolument phénoménales sur ce sujet. Et donc nous développons un nouveau matériau que nous sommes en train de réaliser, puisque des éprouvettes sont faites. On va lancer tout un tas de batteries de tests en plus de tout ce qui a déjà été fait, mais c'est un matériau qui va être le matériau constitutif du cœur en lui-même, et probablement de l'intégralité des éléments à l'intérieur du réacteur. Pourquoi? Parce que c'est un matériau qui est compatible avec l'impression 3D. Je vous ai parlé tout à l'heure de fabriquer en très grande série ces réacteurs. Il faut passer sur l'industrie 4.0, dont fait partie ce qu'on appelle la fabrication additive. Ça vous permet également, étant tout petit, de faire des pièces d'une complexité infinie qui ne seraient pas usinables. Et c'est le cas du réacteur de Narea. Notre cœur de réacteur n'est pas usinable, compte tenu de sa complexité. Il est par contre fabricable en matière additive, c'est-à-dire en impression 3D. Donc ça, c'est d'être petit. L'autre avantage d'être petit, c'est que dans le nucléaire, vous avez bien sûr l'évacuation de la puissance résiduelle, qui est quand même assez importante. Et ça, on a réussi à démontrer qu'en restant dans les gammes de puissance où nous sommes actuellement, on peut s'affranchir de l'eau qui est utilisée aujourd'hui, et donc d'utiliser purement la convection naturelle. Ça peut paraître anodin, c'est un point majeur parce que ça vous permet d'être indépendant de votre localisation physique. C'est-à-dire que le réacteur n'a plus besoin d'être à côté d'un point d'eau. L'autre avantage encore qu'on va pouvoir utiliser, c'est de se dire, toujours parce que je suis petit, je vais peut-être pouvoir utiliser une autre chaîne de conversion que la conversion classique. Quand je fais de la chaleur, je veux faire de l'électricité, j'utilise une turbine vapeur. Nous, on va partir sur des turbines au CO2 supercritique qui présentent un deuxième avantage, c'est de nouveau de ne pas avoir besoin d'eau. Et ça aussi, c'est très important. Donc, ça va nous permettre d'avoir une chaîne de conversion beaucoup plus intéressante en termes de rendement que avec une turbine vapeur. Donc, tout ça mis bout à bout fait que
on a une taille qui est de quelques dizaines de mégawatts électriques, mais dans laquelle on peut faire de la chaleur. Et donc, vous aurez le double à peu près, puisqu'on a un ratio de 50% conversion chaleur vers l'électricité, ce qui va permettre de répondre à un véritable marché qui est le marché le plus consommateur aujourd'hui en termes de demande électrique et demain, avec les industries. Donc, comment on a fabriqué notre réacteur? Notre réacteur, on l'a fait de manière très simple. On a intégré dans le cœur du réacteur un échangeur de chaleur. Et quand je dis intégré, on a réussi à faire la fusion entre un gigantesque échangeur à plaques avec un cœur de fission. Bien sûr, on ne publie pas l'intégralité des plans à l'intérieur. On ne fait pas comme nos amis américains. On n'a pas trop envie de se faire copier parce qu'on a quelques petites avancées sympathiques. Mais il faut imaginer qu'on a quelque chose qui est très compact parce qu'on cherchait à rentrer dans un gabarit qui corresponde à des gabarits de transport. Et quoi de mieux que le container 40 pieds? Donc aujourd'hui, l'îlot nucléaire de Naréa, donc son container nucléaire, tient dans un container de 40 pieds. Et il pèse le poids qui va bien pour être parfaitement transportable par des moyens, tout ce qu'il y a de plus traditionnel en termes d'engin de levage. Voilà. Ce qui veut dire aussi qu'il est donc transportable par des moyens conventionnels, même si bien entendu il y aura toutes les conditions qui vont autour pour accompagner ces transports d'un point de fabrication en usine jusqu'à un point définitif d'utilisation. Une fois qu'on a dit ça, on s'est dit c'est très bien, on a un beau réacteur, maintenant il faut penser finalement à cette chaîne de la matière. Donc la matière, le circuit matière est très important, puisqu'on a dit qu'on allait utiliser des matières radioactives usagées, donc il faut imaginer comment aller utiliser, rechercher à partir de ces combustibles usagés, en retirer la partie qu'on voudrait bien brûler, qui, ça tombe bien, c'est la partie la plus embêtante à conserver sur le long terme, donc plutonium, actinide mineur, pour ne pas les nommer, que vous allez dissoudre dans un sel fondu, et c'est ce combustible qui va devenir le point d'entrée et le combustible principal de Naréa. L'avantage du réacteur à sel fondu, c'est qu'il a un rendement extrêmement élevé. Tout ce qui rentre, on arrive à le brûler. Et donc, en fin de durée de vie, en fin d'autonomie, qui se mesure en années, vous allez pouvoir recycler pratiquement l'intégralité de votre sel, de votre charge de sel avec le combustible à l'intérieur. Vous allez juste recharger sur la partie du combustible que vous avez brûlé et repartir pour un cycle complet. Le deuxième avantage, c'est que vous ne créez pas de déchets de longue vie à forte activité, et c'est ça qui est très intéressant, c'est de pouvoir s'affranchir justement d'avoir à stocker sur des périodes de plusieurs dizaines de milliers d'années des déchets qui seraient très encombrants. Donc voilà les avantages principaux d'une filière de cette sorte. Alors c'est une filière à construire, mais Naréa a l'intention de construire une filière, ce n'est pas uniquement un petit projet industriel dans un coin, on est sur une filière de 4e génération, et il se trouve qu'en France, nous avons toutes les compétences pour arriver à ça. Donc on est un peu en train de fédérer ce que moi j'appelle la Maison France, c'est-à-dire pour tous se coordonner autour de ce projet à vocation industrielle, qui veut aussi, pour aller vite, parce que vous avez un panorama concurrentiel absolument phénoménal, vous voyez partout dans la presse que les Américains sont très très en avant, les Canadiens sont très en avant, les Chinois vont mettre en service un réacteur à sel fondu, mais à spectre thermique, donc c'est la copie du MSRE américain il y a de nombreuses dizaines d'années. Donc on voit qu'il y a un engouement certain. Quelle va être la clé de voûte de cette chose-là? C'est avant tout la vitesse. Pour avoir la vitesse, il faut avant tout avoir du cash. Le cash, ça veut dire que c'est du financement privé. Donc Naréa fonctionne sur financement privé. Donc on lève des fonds auprès de tas d'investisseurs que nous qualifions et que nous sélectionnons. Je peux vous dire qu'on refuse énormément de monde parce que c'est du nucléaire, parce qu'on estime que nous avons besoin d'avoir une extrême responsabilité de l'ensemble des parties prenantes et de nos investisseurs, mais ce qui permet d'avoir une grande latitude et d'aller très très vite. Quand je dis très très vite, c'est d'arriver à condenser sur 5 ans le développement d'une telle technologie. Ça peut paraître surprenant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est en ordre de marche et on respecte nos plannings. Vous avez 3 phases sur 5 ans, un jumeau numérique qui sera disponible à l'été prochain, un prototype qu'on espère pouvoir sortir, allez, on va dire sous 4 ans, et puis un numéro 1 de série, un first of a kind de série qui serait 1 ou 2 ans plus tard. C'est ambitieux, mais c'est faisable. Tous nos concurrents sont sur les mêmes cadences. Tous nos concurrents sont sur des financements privés pour cette raison. C'est-à-dire que quand il faut doubler la quantité d'ingénieurs, on appuie sur un bouton, on a l'argent pour payer les quantités d'ingénieurs. Après, c'est un problème de ramping et de stabilité. Il faut recruter à tour de bras pour arriver justement à générer cette production. Et puis, quand on essaie de se projeter un petit peu plus loin,
on fait ça bien sûr dans le cadre d'une durabilité, donc il faut qu'économiquement ce soit, viable, et deux, qu'on ait cet objectif d'avoir une énergie la moins chère des moins chères. On s'est fixé d'être en dessous du charbon, avant crise, donc on s'est fixé d'avoir un coût qui serait très sympathique et très sexy de ce côté-là. Aujourd'hui, on y arrive, on a réussi à démontrer qu'on y arrive, et avec tous les bénéfices que permet cette technologie, on en rajoute un qui est fondamental et qui fait qu'on est complètement atypique par rapport à l'ensemble de nos concurrents sur la planète. Nous ne sommes pas un technologue, nous ne vendons pas la technologie. Nous sommes une utilité. Narea va vendre de l'énergie, c'est-à-dire va vendre de l'électricité ou vendre de la chaleur. Mais Narea ne vendra pas la technologie. Donc, concepteur, fabricant, exploitant. Et c'est ça qui est l'élément différenciant principal, parce qu'en termes de rentabilité, bien sûr, ça change tout. Et donc, ce qui permet d'avoir une plus grande latitude, et ce qui séduit d'ailleurs l'ensemble de nos investisseurs qui sont franco-européens aujourd'hui, on se limite à ce territoire justement pour ce que je vous ai dit, parce qu'il y a la souveraineté énergétique européenne qui est primordiale, mais il est important de pouvoir conserver cette technologie et cette avance, on va dire, de savoir-faire sur notre territoire européen. Et ça, c'est vraiment fondamental. Donc voilà, Narea, c'est toutes ces choses-là mis bout à bout qui font qu'on en arrive à un projet qui est aujourd'hui économiquement viable, qui a levé des fonds, qui a réussi à mobiliser un ensemble d'experts renommés, puisque vous avez de très grands experts français, dont Alain qui est à mes côtés, bien entendu, qu'on a réussi à tous mobiliser autour d'un seul et même projet, sans dogme. C'est-à-dire, on ne s'interdit rien. Il y a des technologies qu'on n'a pas fouillées pour X raisons. Il faut tourner la page, ça ne marcherait pas. Et quelle est la vraie raison qui ne marche pas? Et au contraire, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne? Et en étant dans cette dynamique, on a réussi aujourd'hui à avoir un design qui fonctionne, qui correspond à nos objectifs, qui correspond aux critères qu'on s'était fixés, et ce qui nous permet de pouvoir enfin lancer toutes les études de sûreté, les dossiers de sûreté, les dossiers de sécurité que vous pouvez imaginer, que vous connaissez tous les uns les autres et qui sont bien sûr les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire que le chemin à traverser est le même. Il faut par contre avoir une approche différente parce qu'il n'y a pas de référentiel. Aujourd'hui, un référentiel EPR ne s'applique pas mot pour mot à un référentiel de SMR ou de XSMR en plus de 4e génération. Donc on voit que nous sommes sur des choses très différentes, mais avec les mêmes contraintes. Et pourtant, nous allons y arriver parce que nous avons réussi à fédérer l'ensemble de notre écosystème, c'est-à-dire non seulement les forces industrielles, les forces des sachants, les forces de nos partenaires que sont les grands acteurs du pôle d'excellence nucléaire français, mais on a réussi aujourd'hui à créer un momentum avec les autorités, que ce soit les autorités de sûreté-sécurité, mais que ce soit les autorités françaises, donc l'État. Et ce qui est important, parce que tout ça fait que sur un échiquier, vous avez à peu près toutes les meilleures cartes du jeu par rapport à nos concurrents étrangers. Les Américains n'ont pas toutes ces cartes, les Canadiens n'ont pas toutes ces cartes, les Chinois n'ont pas toutes ces cartes. Et puis on est quand même le pays qui a réussi à construire les seuls réacteurs expérimentaux, Phoenix, Super Phoenix, et puis sur plan Astrid, on va dire, mais nous sommes très en avance sur les autres. Et donc c'est ce retour d'expérience que l'on essaie de mettre en musique. C'est un peu une gigantesque partition qu'on est en train de dérouler entre ce retour d'expérience qui a une valeur incroyable et ce dynamisme de nos jeunes ingénieurs, de notre capacité d'innovation disruptive, mettre ça en musique avec un business model complètement innovant pour le secteur et qui fait qu'on pense être successful sur le marché d'ici quelques années, puisque je dis d'ici 5 ans, on espère être au rendez-vous. Voilà, résumé de manière très brève, Narea. Je suis désolé, il y a un problème de slide. Il y avait de très jolis slides, mais malheureusement, nous n'avons pas la main sur le... Ah, si, ça y est. Regardez, à la fin. C'est absolument incroyable. Comment est-ce qu'on fait? Il faut juste en présentation. Mais Attends, voilà. Mais bon, comme je suis à la fin, tac. Bon, non, ça ne marche pas. Donc, vraiment désolé. Comme quoi, la technologie nous aura fait faux bond jusqu'au dernier moment. Non, mais aujourd'hui, votre présentation était très, très claire. C'était passionnant. Et puis, si on peut retrouver les slides pour les questions-réponses, ce sera parfait. On verra si on y arrive. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. On sent que, au-delà d'un outil technique, c'est un modèle économique. Ça se cadre dans le place des ODD, des objectifs de développement durable. Et ça fait toujours plaisir de rappeler nucléaire sert les ODD mondiaux. Donc, je vous rappelle qu'on peut poser des questions donc, par l'outil Slido, le petit S qui est en haut de votre écran. Il y a déjà une quinzaine de questions, donc vous pouvez les voter pour les questions qui vous intéressent le plus.
Et en attendant qu'on passe à la phase de questions-réponses, Paul Gauthier, je vous invite à prendre la parole pour donner votre avis sur cette présentation passionnante et de nous éclairer de votre regard. Oui, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Alors, quelques mots, je ne vais pas très être long. Je vais parler un peu de l'aspect micro-réacteur puis de l'aspect MSR. Alors, c'est vrai que sur l'aspect micro-réacteur, on constate depuis quelques années un foisonnement certain sur tous ces nouveaux concepts qui visent à explorer la petite puissance, les SMR, les AMR. Et depuis 2-3 ans, beaucoup de sociétés se montent sur le MMR avec un constat assez partagé par Narea et par tous ces acteurs, qui est le constat que la décarbonation profonde des économies suppose de décarboner les usages au plus près des acteurs productifs, des villes, des usines, etc. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la deep decarbonation, c'est le constat qu'on ne pourra pas tout faire avec des EPR, des grands barrages et des grands champs de photovoltaïque, et que donc il y a un marché important, que ce soit sur l'électricité des groupes électrogènes, mais aussi sur la décarbonation de procédés industriels. On a parlé dessalination, on aurait pu parler ammoniac ou la chimie par exemple. Et puis le dernier marché pour, je dirais, les micro-réacteurs, ça va être les endroits isolés. Si on réfléchit à des pays comme les Philippines ou l'Indonésie, les Philippines c'est 8000 îles dont 2000 habités. On sent bien qu'on ne va pas pouvoir mettre des grosses installations partout. On peut penser aussi au Grand Nord canadien ou aux mines qui peuvent être isolées aussi au Canada ou en Amérique du Sud. Donc tout ça, c'est un panorama d'usages qui font qu'il existe effectivement des besoins et un marché pour les micro-réacteurs. Mais les micro-réacteurs, ils sont associés pour moi quand même à 2 challenges importants. Le premier challenge, il est sur la technico-économie de ces réacteurs, c'est-à-dire qu'on sait bien que plus on fait petit, on perd sur les effets d'échelle. Donc si on veut être économique, il faut gagner par ailleurs. Et ça, c'est vrai, mais on peut voir d'une autre façon aussi les micro-réacteurs. Et moi, l'exemple que j'aime bien donner, c'est les piles. Je dirais qu'une pile, si on compare le LCOE, le coût de l'électricité d'une pile par rapport au réseau, on est d'un facteur 1 à 100. Ça coûte très cher pour l'énergie qu'il y a dedans. Et tout le monde a des piles chez lui pour alimenter tout un tas d'objets, et ça viendra à personne au secteur. Pourtant, l'énergie serait moins chère. Et puis, l'autre fait qu'on peut regarder, c'est que le prix de l'électricité, il n'est pas uniforme partout. Et dans les endroits isolés sur les îles avec les groupes électrogènes, on peut monter à des coûts d'électricité assez élevés pour lequel un MMR pourrait être compétitif. Un exemple que je donne souvent, c'est Saint-Pierre-Miquelon. Le coût de l'électricité, c'est 500 € le mégawattheure. Donc, il y a un marché clairement. Et donc, tout l'enjeu pour les concepteurs de MMR, ça va être la stratégie sur la taille. Si on est trop petit, effectivement, on a un gros marché, les groupes électrogènes de 1 MW, par exemple. Mais est-ce qu'on est vraiment économique? On va immobiliser beaucoup de matières nucléaires pour peu de puissance, donc ça va gréver l'économie. Et si on augmente la puissance, en parallèle, on s'éloigne un peu peut-être de quelques marchés, on va être en concurrence avec les SMR, et puis on perd aussi un autre intérêt du MMR, du micro-réacteur, qui est la fabrication en usine, et pouvoir l'amener effectivement par la route, par des petits conteneurs en camion. Et ça va être tout l'enjeu de trouver le bon niveau de puissance, qui est estimé là par Narea autour de 40 MW. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose à bien travailler. Le deuxième challenge, il est réglementaire, il a été un peu abordé. Donc effectivement, si on se place du point de vue un peu de la sûreté, sur des tout petits réacteurs, on peut faire de la sûreté passive, on peut bien gérer les accidents, on va dire, classiques. Donc ça, c'est plutôt positif. Par contre, il y a l'autre volet qui est plus compliqué à gérer selon moi, qui est le volet de la sécurité nucléaire, c'est-à-dire qu'on va quand même avoir on va multiplier le nombre de sites. Donc d'aucuns, ils voient une décentralisation des moyens de production, d'autres une dispersion des moyens de production avec de la matière, avec des enjeux quand même de protection physique des matières nucléaires. Et donc, comment on arrive à cet équilibre entre sécurité, sûreté nucléaire et faire évoluer les différentes réglementations? Ça, je pense que pour tous les concepteurs de MMR, c'est vraiment le plus gros challenge qui peut un peu freiner le développement, cet aspect réglementaire. Enfin, pour parler un peu des MSR, donc les MSR, c'est une des 6 technos de 4e génération. Il y a autant de MSR que d'objectifs, donc en fait, c'est vraiment pas homogène à l'intérieur de cette techno, la façon de faire. On peut dire qu'il y a quand même 2 grandes familles dans les startups à travers le monde. Il y a ceux qui veulent se développer à partir du REX existant, c'est-à-dire du MSRE américain, donc qui vont choisir de dupliquer le même type de réacteur. Là, on peut citer effectivement les Chinois ou l'IMSR de Terrestrial, qui sont vraiment sur ce créneau-là de time to market en profitant de l'expérience américaine des années 60. Et puis, il y a ceux qui disent « Ok, c'est très bien, mais ça, c'était du spectre thermique, on peut faire mieux, etc. » C'est le cas de Narea.
qui veut aller vers des sels un peu plus innovants ou utiliser des combustibles un peu plus complexes car issus de combustibles usés. Et donc là c'est là où aussi il y a peut-être un gros challenge pour une entreprise comme Narea, c'est cet effet. En même temps, on veut aller vite, on veut un time to market rapide et on a cet aspect un peu double prototype, c'est-à-dire que sur la techno MSR, on se met quand même dans quelque chose de très ambitieux, qui est déjà le MSR, mais en plus pas appuyé sur le Rex américain. Et puis après, on se met dans le MMR, où c'est pareil, il y a tout un tas de questions complètement nouvelles. Donc on a un flot de questions à traiter très nouvelles, par le fait que ce soit un très petit réacteur qu'on amène en usine, etc. Et puis, avec toutes les questions réglementaires qu'il y a derrière, et puis l'aspect MSR très nouveau. Et pour finir, ça a été évoqué un peu les matériaux. Donc, effectivement, les MSR, un des freins technique, c'est le développement de matériaux nucléaires qualifiés qui permettent d'envisager une exploitation industrielle, donc des durées de vie plus ou moins importantes. Là, peut-être ce qui aurait été intéressant pour ouvrir le débat, c'est d'en dire un petit peu plus sur comment vous envisagez, par exemple, la durée de vie d'un module MSR Narea. Est-ce que ça s'échange souvent? Est-ce qu'on a un matériau plus ou moins sacrificiel? On sait qu'il dure tant d'années, on remplace les modules. Est-ce qu'on fait de la recherche au contraire pour augmenter les durées de vie? Et puis peut-être un mot sur votre R&D. La R&D matériaux, c'est souvent long. Donc comment on accélère la R&D matériaux dans le contexte actuel, qui va sûrement comprendre des irradiations, etc., si le matériau est vraiment nouveau. Donc voilà, c'est les quelques pistes ou perspectives que je pouvais partager avec vous, peut-être pour ouvrir la discussion ou donner des idées à l'audience. Merci beaucoup, Paul. N'hésitez pas à brancher votre caméra, qu'on vous voit quand même quelques minutes pendant l'échange. Merci pour cet éclairage et ces premières questions. Peut-être que Jean-Luc, Alex et Alain, excusez-moi, vous pouvez déjà répondre à ces premiers éléments de discussion, notamment sur cette matière sacrificielle. Quand est-ce qu'on remplace un arrière? C'est une excellente question parce qu'on touche à l'autonomie et on touche au business model aussi, parce qu'à partir du moment où on dit qu'on est un fournisseur de services, un fournisseur d'usage, ça veut dire qu'en fin d'usage, si c'est un contrat de performance, je dois être capable de faire du plug and play. C'est exactement l'image qu'a pris Paul sur la batterie. Vous avez une pile. Quand la pile est usée, il faut que vous soyez, si c'est vous qui fournissez l'énergie, d'être prêt qu'une seconde pile pour la mettre à la place de la première et ramener la pile usagée chez vous. Parce que là, je réponds aussi à une question que j'ai vue tout à l'heure passer dans Slido. C'est qu'il n'y a pas de retraitement en ligne. Nous sommes un petit réacteur et parce que nous sommes un petit réacteur, dans nos calculs, nous pouvons garder les produits de fission à l'intérieur. Les seuls produits de fission qu'on va évacuer, c'est les produits gazeux. En plus, l'avantage d'être en sel liquide, c'est que la bulle de gaz, par définition, elle monte à la surface et donc je peux la piéger et donc l'extraire de l'environnement du reste de la fission. Mais sinon, il n'y a pas de retraitement au fil de l'eau. Donc, la durée de vie, l'autonomie aujourd'hui, on est sur des autonomies pleine puissance aux alentours de 3 ans. On est en train de travailler pour monter un peu, mais il faut savoir qu'un réacteur pleine puissance 3 ans, un petit réacteur, ce n'est pas un réacteur nucléaire de grande puissance. Un réacteur nucléaire de grande puissance, il peut délivrer le maximum de sa charge tout le temps. Un petit réacteur, il a plutôt vocation à encaisser les ruptures de charge, d'appel qu'il va y avoir en fonction de l'usine qui est à côté, en fonction des besoins. Et donc, si on compare son JAPN, donc finalement le jour de production à puissance nominale à sa durée de vie, vous allez avoir une durée de vie bien plus longue. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on dit que c'est entre 3 et 10 ans. Qu'importe la valeur, c'est en nombre d'années. Et donc la vraie question, c'est de se dire, en fin d'autonomie, quand ma pile est morte, quand ma pile est arrivée en fin de vie, qu'est-ce que je fais? Toute l'idée aujourd'hui, c'est de se dire, je ramène le container à son usine et je ramène un autre avec la pleine charge. On est en train d'imaginer des tas d'options supplémentaires que je ne peux pas vous dévoiler ici parce qu'on cogite énormément pour essayer de minimiser la noria et surtout de répondre aux critères qui ont été marqués aussi dans Slido, les critères de sûreté et de sécurité. Parce que dès que l'on va transiter, donc transporter des matières radioactives, il y a toute une législation qui va se mettre en place, que nous avons bien sûr intégrée, et on essaie d'y répondre de manière, là aussi, atypique. C'est-à-dire, au lieu de se dire, on a toujours fait ça comme ça, c'est de se dire, quelle est la contrainte? Comment arriver à la même exigence, avec les mêmes contraintes, mais en utilisant des manières différentes? Et là, je vais vous faire un petit aparté, qui est un petit bout d'engineering, mais qu'il faut bien comprendre. Quand on veut résoudre un problème, on a souvent un problème de physique à résoudre. On ne raisonne que dans son silo de sa discipline. Je fais du nucléaire, je fais de l'eau, je fais
du génie civil, je fais de l'aviation, je fais des voitures. On ne regarde jamais, on se pose très rarement la question de comment une autre discipline, un autre secteur d'activité industrielle a résolu la même contrainte physique par d'autres moyens. Je peux vous dire que ça a été fait dans l'histoire de l'industrie à de nombreuses reprises et ça a été hyper gagnant. Et bien c'est ce qu'on fait. Quand on a un critère, quand on a une exigence, on essaie de se dire quelle est la véritable exigence. Est-ce qu'il n'y en a pas un autre sur la planète, dans un autre secteur d'activité qui a résolu ce problème? On en arrive au graphène. Moi, je ne suis pas arrivé au graphène par hasard. Je suivais le graphène depuis des années parce que je viens du secteur de l'eau. J'étais le patron de Degremont, donc le leader du traitement des eaux dans le monde et du dessalement. Donc, c'est quelque chose qu'on connaissait bien. Pourquoi on est passé au graphène? Parce qu'on avait un problème de corrosion. Et donc, suivant le graphène depuis à peu près 10 ans maintenant, je savais que c'était un produit qui cochait beaucoup de cases. Après, il faut avoir l'idée de se dire, tiens, je veux pas de corrosion, et si je prenais du carbure de silicium, qui a aussi une très très bonne résistance à la corrosion, et si je commençais à marier ça intelligemment, comme l'ont peut-être fait d'autres secteurs d'activité industrielle avec du graphène, eh bien on arrive à un produit qui, rapidement sur le papier, correspond à ce qu'il faut faire, qui répond assez bien finalement aux objectifs physico-chimiques, mécaniques, thermiques que l'on veut avoir, mais maintenant il faut se poser la question, alors comment je vais qualifier mon matériau ? Et là, effectivement, c'est des dossiers qui existent, avec des filières qui existent. Il faut rentrer dans les cases, et c'est ce qu'on fait actuellement. Alors, comment on accélère? Eh bien, on accélère en fait en multipliant, en mettant en parallèle des choses qu'on faisait en séquentiel avant. C'est ça, finalement, un des secrets aussi d'arriver à rentrer dans le calendrier très ambitieux. Je vois que c'est aussi une des questions qui a été posée. C'est que l'industrie est habituée, la grosse industrie est habituée à fonctionner en séquentiel. C'est pas lié au nucléaire, toute l'industrie, toutes les autres industries font ça. Quand vous arrivez à tout repositionner le débat et dire je ne fais plus de séquentiel, je fais du parallèle, les choses changent. Alors les gens n'aiment pas ça parce que ça veut dire qu'on est dans un référentiel qui bouge en permanence, mais on arrive à diviser par 10 à peu près les temps classiques d'instruction et de maturation finalement, de passer d'une innovation à un produit industriel. C'est toutes ces choses-là qu'on met bout à bout. Alors je ne vous cache pas qu'il y a des gens qui ne sont pas habitués à travailler comme ça, donc il faut simplement expliquer. C'est l'avantage de marier des gens d'horizons très divers, de les mettre ensemble autour d'une table avec le même t-shirt et de leur dire on va travailler différemment. Mais cette fois-ci, on s'aperçoit qu'on va beaucoup plus vite parce qu'effectivement, en croisant des idées et en regardant qu'est-ce qu'ils ont fait à côté, prenez le marché de la corrosion, où est-ce que le graphène est utilisé? Toutes les peintures anti-corrosion sont bourrées de graphène aujourd'hui. L'industrie spatiale utilise le graphène, l'industrie électronique utilise le graphène. Ils sont tous en train d'y passer. L'industrie de l'eau est en train de passer au graphène. Il y a un moment, il faut se dire, ah, c'est quelque chose d'intéressant. Comment je peux exploiter cette connaissance fondamentale, physique, etc., cette innovation, dans mon cas particulier? Nous, c'est l'irradiation. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un produit qui est sympa sur le papier, qui a des éprouvettes physiques qui sont sympas, qui remplissent les cases, qui cochent les cases sur les objectifs qu'on s'était fixés. Et maintenant, on est en train de bâtir un programme d'essai pour aller faire de l'irradiation. Et là encore en parallèle, pas une irradiation à un seul endroit, mais à plusieurs endroits sur Terre, parce qu'il y a plusieurs laboratoires, qui nous permettent de faire toute une batterie de tests qu'on va pouvoir croiser après et donc aller plus vite, parce qu'on aura du retour d'expérience un peu plus rapide. Merci beaucoup, c'est très clair. Oui, vous avez bien répondu aux questions et même commencé à évoquer quelques questions que nous avons dans le Slido, et c'est très bien. Alors, je vous embête une dernière fois avec ça. Vous posez vos questions, c'est dans Slido, le petit S en haut, et vous pouvez voter pour les questions les plus pertinentes. Et on va commencer cette séquence. On a presque 30 questions. Il est certain qu'on ne pourra pas toutes les prendre. Mais la première, effectivement, je pense que tout le monde se la pose. C'est une question qui est clé. C'est l'ASN, l'autorité nucléaire, aujourd'hui, est habituée à homologuer des gros réacteurs, des gros REP. Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec l'ASN pour leur faire accepter ce nouveau schéma technique et d'exploitation? D'abord, l'autorité de sûreté nucléaire, elle a une indépendance absolue. Donc déjà, ça c'est un postulat de départ. Il ne faut pas imaginer qu'on copine avec l'ASN, ce n'est pas son rôle et c'est surtout pas ce qu'on attend. La vraie difficulté consiste, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de référentiel, c'est leur référentiel, leur cadre de jeu finalement n'est pas applicable stricto sensu à NAREA ou n'importe quel autre projet de réacteur innovant. Donc on en est plutôt à ensemble sur les conditions du dialogue. Comment peut-on intelligemment ensemble avancer dans cette réflexion? Parce qu'on sait qu'il y a un nouveau référentiel qu'il va falloir bâtir. On n'est pas les seuls sur Terre à essayer de bâtir. Donc il y a des gens de l'international qui participent. Vous avez les gens de l'AIEA, mais vous avez les Américains qui vont très vite, les Canadiens qui vont très vite, les Anglais aussi qui ont poussé les feux sur plein de sujets. Et donc l'idée c'est ça. Comment créer les conditions d'un dialogue qui ne mettent en aucun cas en cause l'indépendance de l'autorité, qu'elle soit de sûreté. Vous avez deux dossiers
très très différents à instruire, même s'il y a des tas de passerelles entre les deux, mais ce sont bien 2 dossiers à instruire. Et donc, c'est l'idée principale. Pour pouvoir collaborer, il faut qu'on puisse absolument créer les conditions du dialogue. Donc, il faut se rencontrer, il faut échanger, il faut nous expliquer ce qu'on veut faire. La démarche globale que l'on veut prendre, par exemple, c'est un prototype que l'on va essayer de qualifier dans un premier temps. Ce n'est pas un numéro 1 de série. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez présenter un dossier de sécurité ou sûreté d'un prototype. Et ça aussi, c'est une démarche à part. Ce n'est pas un réacteur d'essai. C'est un prototype qui correspond à plein de choses aussi dans leur référentiel, qui n'est pas encore celui de série. Donc, ça veut dire qu'il y aura aussi des dossiers à faire pour les numéros 1 de série et pour après qualifier, comment pourra-t-on qualifier, c'est une question qui reste ouverte aujourd'hui, des milliers de réacteurs. Bien sûr. Mais le business model vous apporte un élément de réponse qui est, vous ne vendez pas votre techno, vous restez propriétaire de votre technologie. Donc, c'est vous l'exploitant. Et finalement, c'est peut-être aussi un angle d'attaque intéressant, c'est que pour la première fois, vous avez un concepteur exploitant. Concepteur, fabricant, exploitant. Donc, quelque part, il peut s'engager sur une démarche ultra générique. Complètement générique. Son exploitation, d'ailleurs, c'est de toute façon son objectif. Hein. Si on veut faire des économies d'échelle aussi, il faut qu'on soit absolument standardisé, modularisé, mais même dans nos propres procédés d'exploitation, il faut qu'on exploite de la même manière absolument partout. Donc, voilà ces éléments, c'est créer les conditions du dialogue et travailler sur les ressources. Parce qu'aujourd'hui, l'ASN, on peut leur demander tout ce qu'on veut. L'ASN travaille à ressources limitées. Et quelque part, il faut faire que l'ASN puisse retrouver des ressources supplémentaires pour répondre, non pas à NAREA, mais déjà au volume des EPR qui va arriver, et deux, tous ces projets qui sont en train de naître un peu partout, puisqu'effectivement, on assiste à un foisonnement de projets innovants. Comment l'ASN va être capable de répondre avec des ressources limitées? Eh bien, il faut qu'à un moment, le pouvoir politique donne des ressources à l'ASN, en toute indépendance, mais il faut qu'elle leur donne des ressources. Ça, c'est les conditions du dialogue. C'est ce sur quoi on travaille, nous, énormément. Et puis, on a aussi des gens de notre côté qu'on est en train d'embaucher pour justement préparer tout ce travail, qui est un énorme travail. Il ne faut pas se leurrer. Il y a plus de travail sur les dossiers de sécurité et sûreté que dans l'engineering pur du réacteur. C'est comme... Et voilà, il n'y a pas de surprise. Après, c'est du travail, du travail, du travail. Je pense que l'ASN sera ravi d'entendre cet appel à avoir plus de moyens. On est tous d'accord avec vous. Et juste en un mot, du coup, le dialogue a commencé ou pas encore avec l'ASN? Oui, le dialogue a commencé, bien sûr. Mais bien sûr. Bon. Mais bien sûr. On va prendre une autre question de Gaïk qui s'intéresse au retraitement des sels. Les réacteurs ne fonctionnent pas sans unité de retraitement. Oui. Quid du retraitement des sels? Oui, j'ai déjà un peu répondu, c'est-à-dire que on ne retraite pas en ligne, on retraite à l'usine. Et effectivement, quand le réacteur revient, les gaz de fission sont séparés, tout le reste est dissous dans le sel. Et là, il y a une unité de retraitement intégrale du sel qui va venir écrêter, on va dire, extraire les produits de fission, mais laisser à l'intérieur du réacteur tout ce qui est combustible. Parce que tout ça est parfaitement réutilisable sur le cycle d'après. Et donc, c'est ça qui est important, c'est qu'en gros, tout ce qui est transuranien, vous les laissez à l'intérieur, parce que de toute façon, ça va finir par fissionner. Vous enlevez juste la partie qui est en dessous, donc la partie produit de fission. Et ça, il existe des procédés qu'il va falloir développer à grande échelle industrielle, parce qu'il y aura des gros volumes à traiter. Mais ce sont des sujets sur lesquels on travaille. On a énormément de gens qui travaillent sur le sujet pour développer les nouveaux procédés chimiques, parce qu'on va faire de la chimie là, à ce niveau-là, pour arriver à séparer ces produits de fission et ne garder à l'intérieur de notre sel que ce qui n'est pas brûlé. Donc, on va laisser le sel, qui a très légèrement besoin d'être régénéré, mais pas beaucoup, et surtout de laisser tous les transuraniens qui, eux, n'ont pas été bougés. Parce que, malheureusement, je n'ai pas pu vous montrer les slides, mais si vous voulez, sur un réacteur comme NAREA, grosso modo, sur 3 ans ou 4 ans, 5 ans d'activité, vous allez brûler 20% de votre matière que vous avez à l'intérieur. Le reste, c'est ce qui sert à faire votre masse critique. Les 80%, ils sont intégralement recyclés et intégralement réutilisés dans le cycle d'après. Et donc, c'est ce qui permet d'avoir une noria permanente et qui fait que vous ne perdez jamais rien. Vous ne perdez jamais, finalement, de produits de fission. C'est très clair. Alors, on parlait d'autorité de sûreté. La question suivante est un peu dans la lignée. Quelle situation accidentelle peut-on imaginer sur ce type de réacteur et quelle est la stratégie pour y faire face? C'est très compliqué à répondre parce que c'est une question où il y a des milliers de réponses. On travaille sur des scénarios très complexes avec des tas de choses qu'on imagine jusqu'à l'imaginable parce qu'il faut aller au-delà de ce qu'on appelle les signes noirs. Vous savez, dans les analyses de risque, maintenant, il y a ce qu'on peut prévoir et puis il y a ce qu'on sait qu'on ne peut pas prévoir, c'est les signes noirs. On travaille là-dessus. Donc, on travaille avec, là encore, une approche très diverse, c'est-à-dire ne pas limiter ça
à des sachants, mais des gens qui viennent aussi d'analyse de risque un peu de l'extérieur, et de croiser sûreté, sécurité à chaque fois, parce que c'est toujours une composition. Même si au niveau sûreté, on sait que le réacteur à ciel fondu, il a un niveau de sécurité passive très élevé, il se peut quand même qu'il y ait des excursions de réactivité, des choses comme ça. Tout ça se calcule, et en face de chaque risque identifié, il faut un plan de mitigation, il faut une action pour montrer que soit on éteint le risque, soit on l'amène à un niveau qui est ce qu'on appelle un risque résiduel acceptable. Voilà. Donc, c'est une démarche très longue qui est aussi la force de Narea parce que c'est quelque chose qu'on a pris depuis le début. C'est-à-dire on a commencé à travailler sur ce sujet avant même d'aller dans la conception même du réacteur, dans le détail du détail. Parce qu'il y a plein de choses qui sont macroscopiques. Dès que vous dites, je fais un petit réacteur qui tient dans un container, déjà, vous avez posé des tas de conditions, des tas d'hypothèses qui génèrent des tas de scénarios de sécurité, voire de sûreté. Quand vous dites, je refroidis ma puissance résiduelle en convection naturelle, ben vous posez aussi des conditions qui permettent de définir des scénarios. Voilà. Donc, ce sont ces choses-là, c'est un énorme travail qui est assez collégial, hein, puisqu'on est structuré entre maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, une direction sûreté et sécurité indépendante, un comité scientifique composé d'experts encore indépendants. Tous ces gens-là se challengent les uns les autres pour essayer de trouver, on va dire, le référentiel de scénario qui soit acceptable et qu'on ira à ce moment-là proposer de manière plus officielle. Ok. Si je peux ajouter quelque chose sur cet aspect sûreté qui est évidemment très très important, c'est du point de vue, c'est que le XSMR a quand même des vertus très intéressantes de ce point de vue-là. J'en mentionnerai deux. La première, on l'a déjà plus qu'évoqué, c'est lié à sa petite taille. Et donc évidemment, comme on a connu le règle de Fukushima, la gestion et l'évacuation de la puissance résiduelle est un point clé. Et sa petite taille permet effectivement d'imaginer des systèmes d'évacuation de cette puissance d'une manière passive et en s'appuyant effectivement sur l'air et pas sur un fluide supplémentaire. Et ça, c'est des choses qui sont effectivement portées et proposées par nombre de petits concepts de réacteurs, de concepts de petits réacteurs qui offrent cette faculté très intéressante. Le deuxième aspect technique que je voudrais mentionner là, c'est que comme tous les réacteurs, on dispose évidemment de contre-réactions négatives. Mais les contre-réactions, le coefficient de contre-réaction thermique lié à une variation de la température du sel est très important et très augmenté avec un fluide avec un combustible de type sel fondu, de l'ordre 10 fois supérieur à ce qu'on peut trouver dans les combustibles solides. Et donc ça donne, on peut dire, un peu un équivalent de frein moteur comme sur une voiture, qui permet en cas d'échauffement de ralentir effectivement cet échauffement et de le ramener dans une situation effectivement stable. Et ça marche aussi évidemment dans l'autre sens en cas de refroidissement. Et ça, c'est quelque chose d'évidemment très important. Et quand on commence à regarder des transitoires, comme on a pu malheureusement le constater à 3 Mile Island par exemple, qui était un problème un accident de manque de refroidissement, on voit là donc grâce à cette caractéristique physique fondamentale du XSMR, donne beaucoup de stabilité. On va même aussi le retrouver inévitablement et avantageusement dans les accidents de type de réactivité. Mais comme l'a dit Jean-Luc, ça fait partie effectivement des réflexions en cours et on verra justement à quoi on va peut-être aboutir. Mais on part quand même avec des données techniques et des caractéristiques techniques fondamentales très avantageuses. Ok. C'est très clair. La question suivante, alors vous l'avez déjà abordée tout à l'heure, Jean-Luc, oui, mais elle est reposée et puis elle a encore des votes récemment, donc on la repose, ça vaut le coup d'aller plus loin. Dans quelle autre industrie le graphène est-il utilisé, et a-t-on un retour d'expérience? Bien sûr, donc les peintures, l'aéronautique, l'électronique, le spatial, l'industrie de l'eau, donc voilà, toutes ces choses-là. Le retour d'expérience aujourd'hui, c'est que c'est un matériau extraordinaire qui possède plusieurs streams différents pour être fabriqués, donc il existe plusieurs types de graphène, et donc c'est important de voir celui que l'on choisit et comment on le marie d'ailleurs au SiC, parce qu'il existe plusieurs types de SiC, et donc l'important c'est pour faire la bonne combinaison et de faire le bon procédé industriel qui amène au bon produit. Tout ça, bien sûr, est complètement en cours avec plusieurs sous-traitants, d'ailleurs, plusieurs co-traitants, notamment des startups très innovantes sur le sujet. Là encore, des partenaires franco-français. Donc, c'est très bien. On a une vraie compétence sur le sujet. C'est très clair. Merci. La question suivante, alors pareil, ça a été posé très tôt dans le webinaire, vous avez évoqué, peut-être qu'on peut revenir dessus. Quel est le fluide caloriporteur, du coup, sur ce réacteur? C'est aussi un sel fondu.
Ah oui. Légèrement différent du sel principal. Voilà. Aujourd'hui, on est sur un chlorure. Donc, c'est aussi un chlorure avec un petit peu de choses en plus, mais pas grand-chose. En tout cas, l'important, c'était d'avoir un sel qui soit le plus proche possible de celui qui est dans le sel combustible. Voilà, pour des histoires de variations thermiques, etc. Donc, les coefficients de dilatation, il faut que tout ça soit très proche les uns des autres. Mais c'est un sel chlorure aussi. Voilà. Alors, la capacité de fabrication. Oui, c'est moi qui l'ai posé, je suis désolé. Vous l'avez évoqué en début de présentation, vous parlez de fabrication additive sur le réacteur. Et est-ce que cette capacité existe déjà sur le marché ou est déjà utilisée ailleurs dans l'industrie? Alors oui, en tout cas, les imprimantes 3D dont on a besoin, dans les dimensions qu'on en a besoin, existent. La preuve, c'est qu'on est en train d'en acheter une pour mettre, ne serait-ce que dans nos bureaux, pour s'amuser à fabriquer des pièces en 3D, en PLA, histoire d'avoir le rendu géométrique. Donc, c'est quelque chose qui existe. De plus l'impression 3D, on ne s'en rend pas compte, mais elle est en train d'inonder complètement l'industrie. Et quels que soient les matériaux, vous avez même du métal aujourd'hui, on arrive à faire des vrais métaux, des vraies pièces en métal avec de l'impression 3D. Alors ça veut dire qu'il y a toujours une impression 3D, puis après vous avez toujours un traitement qui permet d'atteindre les caractéristiques définitives du matériau en lui-même. Mais c'est quelque chose qui existe, voilà, qui existe sur le marché, dans la définition dont on a besoin. C'est ça qui est bien. Donc il n'y a pas besoin d'inventer de nouvelles machines. D'accord. Question suivante est intéressante, on fait allusion au rapport Futur énergétique 2050 de RTE, qui est un peu devenu la Bible du futur énergétique en France. Et la présentation du rapport RTE indique que le limitant est la main-d'œuvre et les matériaux pour 12 EPR. Quelle est la limite physique pour votre technologie? Alors, je vais vous donner plusieurs arguments. Et je viens de ce monde-là, donc voilà. Le génie civil, c'est ça qui limite la grosse construction de la plus grosse partie de nos centrales, nos grands projets. Vous avez les 2/3 d'un planning de PR, c'est le génie civil. Les 2/3 des coûts, c'est pas loin d'être le génie civil. Nous, il n'y a pas de génie civil. Donc déjà, on n'a pas de pénurie de matériaux, que ce soit ciment, sable, matériaux, etc., ou même fer à béton, parce que c'est quand même assez colossal. Ça, on n'en a pas. La deuxième, c'est quand on va parler matériaux véritablement. Aujourd'hui, vous avez des pénuries sur des matériaux, ce qu'on appelle des matériaux de construction massive, les aciers. Nous, on aura très peu d'acier à l'intérieur. On a un petit peu d'acier, mais plutôt sur la partie extérieure, notamment tout ce qui est protection radiobiologique, etc. Mais la majorité des matériaux constituants, je parlais de ce nouveau matériau qu'on est en train de développer, est facile d'accès, il n'est pas cher du tout à fabriquer et il est ultra abondant. Donc ça veut dire qu'on s'affranchit d'une éventuelle pénurie des matériaux principaux. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas tomber sur un matériau un peu particulier, mais à chaque fois qu'on introduit dans le design un produit spécifique, on regarde tout de suite le coût d'acquisition, parce que le coût égale en général sa disponibilité. Oui. Plus le coût matière augmente, plus c'est qu'il est rare sur le marché, etc. Et donc on regarde ces choses-là, et on regarde est-ce qu'il existe une matière industrielle pour le fabriquer qui soit, on va dire, atypique, ou qui corresponde à notre besoin, ou qui soit un byproduct d'un autre stream industriel, parce que c'est comme ça qu'on conçoit des éléments assez complexes. C'est surtout pas prendre un élément sur un catalogue et sans se poser la question en imaginant qu'il est disponible de manière infinie. C'est pas le cas. Mais les gros matériaux, on va dire, le tonnage principal d'un réacteur NAREA, aujourd'hui, s'affranchit des pénuries que l'on voit aujourd'hui, on va dire, et sur les prochaines années. Ça pourrait changer dans l'avenir, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de carbone sur Terre, donc le graphène ne devrait pas être un problème. Le SiC, c'est la même chose. Les autres matériaux qu'on utilise, c'est à peu près pareil. On pense qu'on n'aura pas trop de pénuries. D'accord. Question suivante. Dans quelles conditions allez-vous pouvoir accéder au combustible usé? Ça, c'est une bonne question. C'est une excellente question même. Et ça veut dire qu'il faut avoir une réflexion qui dépasse nos frontières françaises. La France, c'est 10% du parc nucléaire mondial. Hein. Donc ça veut dire que la matière radioactive usagée, il y en a en France, mais il y en a surtout beaucoup dans le monde. Alors elles ne sont pas toutes accessibles, mais beaucoup le sont. Et donc l'idée, c'est de réinventer une filière. Et donc pour réinventer une filière, il faut imaginer qu'est-ce qu'on apporte à ce marché, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va apporter nous à ces propriétaires de matières usagées pour que ce soit attractif de passer dans une filière type NAREA, mais je dis on n'est pas les seuls à utiliser des matières à sel fondu avec des matériaux comme ça in fine. Donc qu'est-ce qu'on peut construire intelligemment avec nos partenaires actuels et le savoir-faire français, là encore la Maison de France est là, pour aller chercher justement ces matières à l'étranger. Ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est d'éradiquer les déchets de vie longue, haute activité de vie longue. C'est ce qui embête tout le monde. Tout le monde a ce problème aujourd'hui. Il n'y a pas qu'en France qu'on dit que dans le bilan même des sociétés qui sont propriétaires, on va prendre l'EDF, qui est propriétaire de son combustible, vous savez bien les enjeux, on est en train de leur dire si c'est véritablement
un déchet, donc une liabilities, vous devez provisionner en face les montants astronomiques pour les éradiquer. Personne ne veut en arriver là. C'est le même problème dans tous les pays. Donc finalement, vous arrivez avec une solution sur le marché mondial, qui consiste à dire, on peut mettre sur pied, nous c'est notre ambition, c'est de mettre sur pied une filière qui permette de vous récupérer ces matières qui vous empoisonnent aujourd'hui parce que soit elles saturent vos piscines, soit votre opinion publique voudrait bien s'en débarrasser de toute façon, et il existe un moyen de nettoyer ça de la planète, c'est-à-dire de réutiliser enfin ce pouvoir énergétique fabuleux qu'ont ces matières usagées. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, du plutonium, c'est dramatique d'enterrer du plutonium, enfin, c'est un non-sens. Que ce soit les actinides mineurs, c'est la même chose. Tout ce qui va être transuranien, on va aujourd'hui les récupérer et on va développer cette filière industrielle. Donc on est bien sur un marché mondial. Et ça, c'est une approche aussi assez disruptive parce que il faut savoir le faire, il faut oser le faire, il faut apporter quelque chose de convaincant et il faut bien comprendre les enjeux des autres propriétaires qui n'ont pas forcément du tout les mêmes règles qu'en France. Voilà. Donc il faut sortir complètement du territoire parce que la France, c'est ultra spécifique, hein, c'est un cas à part. Beaucoup d'autres pays sont dans des situations très différentes. On arrive presque à la fin. Je vais prendre une dernière question et je m'excuse pour toutes les questions qu'on n'aura pas abordées. Une dernière question très rapidement parce qu'elle est vraiment intéressante. Comment gère-t-on la sécurité de milliers de micro-réacteurs face aux risques terroristes, aux risques de prolifération? On connaît la situation actuelle en Ukraine où on se pose des questions. Comment on gère ce type de risque avec des milliers de réacteurs? C'est une bonne question. Alors, il y a plein de réponses à ça parce qu'évidemment, il y a toute une stratégie en place. La première, c'est de se dire que, bien entendu, on ne va pas mettre ça dans une zone où il y a du djihadiste sur un pick-up. Voilà. Donc, il n'y en aura pas au Sahel, il n'y en aura pas dans ces zones-là. Par contre, dans toutes les autres zones, quelles qu'elles soient, les NAREA vont être intégralement pilotés à distance. Il n'y a pas d'opérateur sur place. Ça a plein d'avantages. C'est que, d'abord, c'est entièrement autonome sur place pour pouvoir piloter la partie, on va dire, purement dégagement de chaleur et production électrique, mais surtout en termes de sûreté-sécurité, contrôlé, et on a le moyen de pouvoir neutraliser complètement les réacteurs, ce qu'on appelle le suicide d'un microgénérateur. C'est quelque chose sur lequel on travaille pour être certain qu'en cas, l'avantage c'est qu'aujourd'hui la techno vous permet d'avoir 1 millier de capteurs pour mesurer 1 millier de choses comme l'être humain, comme finalement nos corps qui mesurent tout, on ne s'en rend pas compte, mais on est bourré de capteurs. C'est la même chose. Et dès que vous avez un paramètre qui sort de ce qu'on appelle sa plage nominale, c'est qu'il se passe quelque chose. Et donc, il peut y avoir un premier élément qui dit point mort, neutralisation, je regarde ce qui se passe, mais il peut y avoir un mode beaucoup plus agressif qui est je me suicide instantanément. Avec tout ce que ça entraîne, ça veut dire quoi se suicider? C'est rendre inopérante et inutilisable un tel réacteur s'il tombait dans des mains qui ne vont pas. Après, vous avez plein d'autres conditions qui font que vous ne pourrez pas l'ouvrir avec un tournevis, vous ne pourrez pas l'ouvrir même avec une grue, vous serez obligé, digne de ce nom, avec des moyens colossaux à mettre en place pour arriver à ouvrir ou récupérer quelque chose. Ce sont des barrières à l'entrée que l'on essaye d'additionner pour faire que l'effort à fournir pour arriver à retirer quelque chose en matière de terrorisme, etc., soit beaucoup plus cher que d'aller avec 500 € et d'aller chercher un barreau d'uranium usagé dans des pays qui vendent ça sous le manteau, parce qu'il y en a plein encore aujourd'hui, malheureusement. Donc ça, c'est sur l'aspect récupération de la matière pour de la non-dissémination pour faire une bombe sale. Après, la sécurité du container, on travaille énormément dessus pour qu'elle soit résistante à tout ce que vous pouvez imaginer. Un tir de roquette RPG, ce genre de choses, c'est inclus dans la réflexion. Et bien sûr qu'en face, je ne vais pas vous dévoiler tout ce qu'il y a, bien entendu, mais on a pensé à toutes ces actions de malveillance qu'il pourrait y avoir sur une telle technologie. Parce qu'il y en aura. Statistiquement, il y en aura. Ce n'est pas se dire il n'y en aura pas, c'est il y en aura. Comment je fais pour réduire le risque au maximum à ce moment-là et faire qu'il n'y a pas de conséquences? En tout cas, je ne tombe jamais dans ce qu'on appelle l'accident grave. Donc, je peux toujours l'éviter. OK. Eh ben, merci à tous. Merci. Je suis désolé de vous avoir arrêté là, mais il est 13h et c'est l'heure. Merci Jean-Luc, merci Alain, merci Paul pour participer. Merci à tous. Comme je vous le rappelle, ce webinaire sera rediffusé sur les sites YouTube de la SFEN et sera aussi dans la RGN, la Revue Générale Nucléaire, dans le cadre d'un article papier. Et nous, on se retrouve très prochainement pour découvrir un nouvel acteur des nouveaux réacteurs. Très bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.